Aujourd'hui, c'est tuto Magic Mike. Et non, pas du tout, aujourd'hui c'est tuto Python QGIS. C'est parti, je te présente mon projet, Métropop. Il consiste à estimer la population desservie pour chaque ligne du métro parisien. C'est un process automatisé avec du code Python qui tourne sur QGIS. C'est justement à la suite d'un cours de géomarketing et transport réalisé par un intervenant de la RATP, dans lequel on avait à estimer la répartition de la population dans chaque bâtiment à partir des iris de 2021. D'autre part, on utilisait le plugin QNIT 3 pour générer des isochrones de 600 mètres à pied autour de chaque gare de la ligne 4. Cela nous a permis justement d'estimer la population desservie pour cette ligne de métro et d'aboutir à ce type de cartographie. Et c'est là que je me suis dit, l'intérêt ce serait d'automatiser tout ce process et également de l'étendre à toutes les lignes du métro parisien. Donc, le code que je vais vous présenter aujourd'hui va permettre d'avoir ce type de rendu. Le cœur du projet, c'est d'estimer la population par bâti. Donc pour faire simple, on va avoir la population résidente par iris, d'autre part l'ensemble des bâtiments, et l'enjeu, ça va être de les associer. Pour cela, c'est très simple. On va utiliser la surface au sol du bâtiment, que l'on va multiplier par son nombre d'étages. Dès lors, on va alors pouvoir calculer la surface habitable par iris, qui va correspondre à la somme des surfaces habitables par bâtiment, divisée par la surface totale de l'iris. Or, on sait que la surface habitable par iris, c'est égal à la population résidente par iris. On va alors pouvoir faire un produit en croix et estimer la population par bâtiment. Pour ça, on va d'abord savoir si le nombre d'étages est renseigné au sein de la BD topo des bâtiments. Si oui, on peut appliquer ce process sans souci. Sinon, on va utiliser la hauteur. Pour cela, on va alors calculer le nombre d'étages théoriques à partir de cette formule suivante. On va prendre la hauteur du bâtiment divisé par la moyenne de la hauteur par étage par iris. Si la hauteur n'est pas renseignée, on va alors devoir utiliser la surface au sol multipliée par la hauteur moyenne par iris, qui va permettre d'estimer justement et remplacer cette valeur manquante. Ne vous inquiétez pas, ce process il a été réalisé d'une part sur ce script que je vais vous présenter à travers un workflow FME. Donc pour le moment, ce workflow il m'a permis de générer 3 couches. Une des voies navigables qui va permettre d'être utilisée par QNIT 3. D'autre part, l'ensemble des bâtiments résidentiels en usage et qui sont fonctionnels. Et d'autre part, des centroïdes avec la répartition de la population pour notre rendu heatmap. Ici, on va avoir nos 3 principaux fournisseurs de données. Île-de-France Mobilité pour les lignes, gares et métro parisiens. On va avoir également l'IGN pour la BD topo avec notamment les bâtiments, les routes et les iris de la France entière. Et d'autre part, les informations de la répartition de la population qui proviennent de l'INSEE pour l'année 2021. On va avoir 2 scripts. Un script simplifié utilisable dans Python directement qui va nous donner une ligne par PDF. Et ensuite, on va avoir un script complet qui nous permettra de faire la même chose, mais cette fois-ci en utilisant Spider comme outil principal, qui va ensuite communiquer avec PostgrePostGIS et QGIS par la suite, et qui nous permettra d'avoir un autre applicatif en HTML, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Donc là, c'est parti pour le code Python. On se retrouve sur QGIS avec notre console Python ouverte pour la première étape du mon script, qui va permettre de télécharger l'ensemble des fichiers, d'importer les librairies nécessaires et de créer notre répertoire de destination. Donc la première étape, c'est d'importer les librairies. On a notamment toutes celles qui sont liées à QGIS, d'autres qui sont liées au dézippage de nos fichiers et dossiers. On va également retrouver celles qui vont nous permettre de traiter et de travailler nos images. On va utiliser également Beautiful Soup pour parser certaines des informations que l'on retrouve notamment sur Wikipédia. Et on va utiliser PDF Merger pour fusionner l'ensemble des lignes qu'on aura sorties en PDF. On va également créer l'ensemble du répertoire de destination qui se trouvera dans notre espace document. On va aussi renommer les 2 couches présentes sur IDFM, à savoir les emplacements des gares et le tracé du réseau ferré, parce qu'en les téléchargeant seulement comme ça, elles vont se renommer GeoJSON. On va leur donc donner leur vrai nom. On va également télécharger 3 GeoJSON qui sont présents sur mon GitHub, à savoir mes bâtiments, mes centroïdes de bâtiments et les voies navigables qui vont être utilisées dans QNIT. Donc ça, c'est l'ensemble des fonctions qui vont permettre de dézipper mes fichiers et si on les lance, ils vont pouvoir se mettre au niveau dataset. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que l'exécution s'est terminée très rapidement. Il y a un fichier dataset qui vient d'être généré à l'instant et si on voit l'ensemble de nos documents qui sont présents à l'intérieur. Maintenant que l'étape 1 est terminée, j'ai décidé d'ouvrir Notepad++ pour vous expliquer plus en détail l'étape 2. Donc cette étape, elle va permettre notamment d'importer nos couches et nos fonds de plan depuis notre dossier répertoire, d'importer
depuis le flux WFMS le fond de plan d'Esri en sombre. Cette fonction elle va permettre également de définir en système de projection en 2154 le projet et elle va également permettre de mettre un indice spatial à la couche des bâtiments, ce qui va faciliter notamment les requêtes et les géotraitements. L'étape 3.3 elle va permettre de reprojeter les couches GeoJSON de l'emplacement des gares et des lignes en 2154. Je vais d'abord lancer cette première partie du script sur QGIS pour vous montrer ce que ça donne. Donc là j'ai récupéré ce petit bout et si je lance ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc on a notre fond de plan, on a nos gares, l'ensemble des routes et nos bâtiments. On passe sur Notepad++ pour que je vous explique la génération des isochrones. Donc pour ça, en gros pour vous expliquer un peu mon process, c'est qu'auparavant j'ai généré tous mes isochrones en shapefile et c'était très chronophage, où est passé au meilleur de 30 minutes à 2 heures à peu près pour générer mes 16 isochrones. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre en place un fichier de log qui va me permettre de voir le temps de création pour chaque isochrone et ça me permettait de voir à partir de quel moment ça plantait. Donc j'ai gardé cette fonction et je l'ai appliquée pour le GeoPackage. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est la version optimisée qui m'a pris à peu près un mois pour être générée et au beau fixe. Et justement, voilà ce qui se passe. On va avoir déjà la récupération des valeurs uniques de métro à partir du champ RESCOM. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir ici ligne 1, ligne 2, 3, 4. Ensuite, on va avoir la partie de la création du GeoPackage, c'est-à-dire qu'on va avoir un GeoPackage qui est vide, qui va être rempli au fur et à mesure des itérations. On va avoir notamment la création du champ RESCOM, le cost level qui va correspondre aux 600 mètres qui va être utilisé dans QNIC 3. On va également définir son système de coordonnées sur du Lambert 93. Et maintenant, si on passe à la génération des isochrones, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer une boucle ici, qui va permettre justement, à partir des valeurs présentes dans nos valeurs distinctes de métro, de générer des isochrones de 600 mètres. Ce qui est important de noter, c'est que c'est du multipolygone, pour la simple et bonne raison que pour une même ligne, les gares ne sont pas forcément proches les unes par rapport aux autres. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on a défini notre valeur de 600 mètres. Ici, l'intervalle, c'était pour découper notre isochrone, sauf que nous, on ne veut pas qu'il soit découpé. On veut une seule valeur de 0 à 600 mètres. Et ensuite, on veut que ce soit stocké dans un fichier temporaire avant d'être incrémenté à chaque fois au niveau de notre GeoPackage. Une fois que c'est fait, on va corriger les géométries. Donc là, c'est la partie justement où à chaque itération, les isochrones vont être ajoutés au GeoPackage. Ensuite, on va supprimer tous les fichiers temporaires. On va également avoir une option, une étape de vérification et de jointure spatiale avec les centroïdes des bâtiments pour avoir justement la population totale desservie au niveau des isochrones. Donc pour ça, on va utiliser le résumé par localisation. On va récupérer en entrée notre sortie GeoPackage. On va récupérer nos couches de centroïdes. On va faire la fonction intersect dans lequel on va faire la somme. Et ensuite, on va avoir deux fichiers. Donc maintenant, si on lance ce script-là, hop, je vais me permettre d'effacer celle-ci, hop, et de lancer cette étape-là. A few moments later. Ok, maintenant que c'est fait, on va avoir isochrone sur l'autre couche. On va pouvoir voir l'estimation de la population desservie pour chacun de ces isochrones. On va vite faire retourner sur Notepad++ pour que je vous explique la partie 3 qui va correspondre à la mise en page et à l'exportation en PDF de chaque couche. Donc pour ça, j'ai créé un dictionnaire avec l'ensemble des métros et des couleurs associées présentes dans Wikipédia. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai impliqué cette symbologie pour les gares, les lignes et les isochrones. J'ai également fait la récupération de la couche des gares pour justement afficher les étiquettes, où j'ai juste mis en place toute une symbologie autour du fait de, par exemple, mettre les étiquettes en italique, les mettre en taille 8 avec une position de type cartographique, avec un fond projeté et également avec un halo blanc pour rendre plus accessible. J'ai également créé une fonction attendre qui permet justement à QGIS d'avoir le temps entre son moteur cartographique et ses calculs, d'avoir un petit temps d'attente. Ensuite, ce qui se passait, c'est que j'utilisais l'API de Wikipédia pour récupérer certains logos comme le métro qui est en SVG, et il y avait un autre URL que je récupérais, c'était pour que chaque URL présent dans les métros depuis une page Wikipédia puisse être récupéré et parsé. Donc ce qui se passait également ici, c'est que j'ai récupéré les logos de Cergy,
de l'université, de la RATP. Il y avait également la mise en place du jour et du nettoyage de certaines couches. Les routes par exemple, elles ont été supprimées. Les autres couches ont été récupérées et certaines ont été désactivées, comme celle des bâtiments et des centroïdes. Elles ont été désactivées, pas supprimées. La raison, c'est qu'elles vont être utiles pour la boucle, puisqu'elles vont être utilisées pour justement créer des fichiers temporaires avec tous les bâtiments et les centroïdes qui sont intersects aux isochrones. Une fois que c'est fait, il y a aussi un rendu heatmap qui va être généré et c'est sur une base de gradient rouge avec la seule différence que la première valeur, elle a été mise en transparence totale pour éviter justement d'avoir un rendu qui empêche toute visibilité. Ensuite, pour la symbologie des bâtiments, je les ai mis en blanc avec un petit fond transparent pour quand même visualiser et qu'il n'y ait pas trop d'écart. Ensuite, il y a une réorganisation des couches qui s'est mise en place justement pour éviter d'avoir un problème de visibilité et d'ennomancement des couches. Vu qu'on a des couches temporaires, certaines elles vont disparaître à chaque itération. Ensuite, on a toute la partie pour centrer sur mes couches et sur le rendu cartographique. Donc maintenant, si je lance l'exécution de mon code, on va avoir également, pardon, je préfère en parler tout de suite, c'est à partir de Wikipédia. Donc ça, c'est la base où il y a tous les logos des métros. Ce qui se passe, c'est que j'ai dû utiliser Beautiful Soup pour parser le HTML et récupérer le numéro de la ligne à partir de mon champ de métro, puis de redimensionner la valeur de l'image en URL, qui est en SVG, donc c'est une image vectorielle, puis de la télécharger dans le répertoire de destination, et enfin de l'appliquer dans la symbologie. Donc il y avait toute la mise en place des logos, le rajout de la date, la création de la flèche du nord qui est aussi une image finalement, puis son repositionnement, le fait d'avoir une légende dynamique. Alors pour ça, ce qui était important, c'était de se dire qu'il y a deux légendes techniquement dans le code, une pour afficher seulement ce qui est présent et l'autre pour afficher seulement le rendu de heatmap. Sinon en fait le QGIS avait du mal à ne la générer tout simplement pas. Donc maintenant si je lance la génération, voilà ce que ça rend. Hop. Donc là on va avoir par exemple la disparition de la couche des centroïdes, des isochrones temporaires et la mise en place du rendu heatmap sur notre premier isochrone. Donc là avec les fonctions d'attente, ce qui se passe c'est que ça se met automatiquement à jour. Hop, on a les étiquettes qui apparaissent au fur et à mesure. Là pour une deuxième ligne également, et là vous pouvez voir qu'au fur et à mesure, le script charge, supprime et fait ça en boucle pour les 16 lignes de métro. A few moments later. Voilà, on a enfin nos PDF générés. Chaque métro a son PDF. On a également un atlas qui est généré avec chaque couche. Et par exemple, si on a un autre dossier dataset avec nos exports métro et à l'intérieur nos 17 PDF avec l'atlas complet. Donc par exemple, si on va sur métro 13, on va avoir ça en rendu cartographique. Et si on va sur l'atlas maintenant, on peut voir que tout est dynamique. 225 270 habitants desservis pour le métro 1 contre 239 928 pour la ligne de métro 10. On va avoir ça pour nos 16 lignes. Voilà, c'est tout. Maintenant, plus qu'à utiliser mon code qui se trouve sur GitHub. Bonne journée!